chauffeur ou un garde du corps, bien plus même qu'un simple policier, puisqu'il fréquente avec une parfaite aisance un endroit où d'ordinaire les simples policiers ne sont pas admis, je veux dire l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Comment faites-vous? Par quelle filière avez-vous connaissance de tout cela? Eh bien, nous sommes moins distraits que vous. Ou plutôt, nous n'avons aucun intérêt, contrairement à la plupart d'entre vous, à être distraits. Donc, en 66, ce Robert Bain arrive, et lui aussi est un expert de l'Agence pour le développement international. En quoi peut être expert un lieutenant-colonel des forces spéciales? Et quel genre de développement peut-il amener? Si ce lieutenant-colonel est venu faire ici ce que je sais, et que vous savez également, s'il est venu faire ça, alors là, je ne pense pas qu'il ait fait du bon travail. Nous existons encore. Nous sommes mieux qu'avant. J'en suis désolé pour vous. Et il continue d'exister aussi et de se développer, ceux dont on ne peut prononcer le nom, mais qui représentent néanmoins dont nous n'approuvons pas les méthodes, mais qui représentent néanmoins une force révolutionnaire. Une force révolutionnaire. Une riposte à l'oppression, à la corruption, aux prières. Silence, je réclame silence. Silence. Le lieutenant-colonel Ben n'a pas fait du bon travail, c'est pourquoi on l'a remplacé par M. Philippe Michael Santore, celui dont parlait précisément M. Martinez. M. Santore était chef de police dans son pays. Puis il a voyagé beaucoup en Amérique latine, avant d'arriver dans notre pays. C'était en 69, vous êtes arrivé dans notre pays. Oui, en juillet. Vous avez un bureau à la préfecture. Oui, le bureau de l'assistance technique de l'AID. Et un autre bureau à l'ambassade. Exact. Exact. En fait, je ne travaille que là. Je passe à la préfecture tous les 15 jours. Comme vous voyez, je ne me suis jamais exagérément émissé dans les affaires de votre police. Vous vous contentiez de la diriger. Vous me prenez pour plus important que je ne suis. Vous l'êtes. Vous l'êtes et vous étiez beaucoup plus souvent à la préfecture. Une place vous est réservée dans la cour à côté des chefs de la police. Vous y arriviez tous les jours entre 8h45 et 9h. Et votre bureau est au même étage que les leurs. Capitaine Pess et Romero, vous les connaissez? Ah, c'est bien, oui. Ils maintiennent le contact avec le bureau de l'assistance technique. Puis quand les connaissez-vous? Depuis mon arrivée ici, un an environ. Non. Vous les avez connus en 67. À Washington, à l'Académie internationale de la police. Les progrès de la technique ont permis à l'homme d'atteindre la Lune. Mais en dépit de ces progrès, les autorités n'ont pas réussi dans le domaine de la prévention et de l'investigation criminelle à demeurer à la hauteur des activités antisociales qui menacent le monde libre. De nombreuses actions scélérates sont le fait d'éléments irresponsables qui essayent de se faire passer pour des révolutionnaires. Leurs activités subversives et leurs objectifs insurrectionnels sont habilement teintés des principes du nationalisme. Du fait de cet effroyable manque de respect à l'égard de l'humanité, les nations responsables du monde ont pris conscience de la nécessité de mettre fin au terrorisme, afin que règne à nouveau l'ordre et la loi. Les fonctionnaires de la police, puisqu'ils font partie de la première ligne de défense de la société, se doivent de mieux connaître les problèmes afin de pouvoir les résoudre ou les combattre. C'est surtout dans ce but qu'a été constituée notre Académie, pour que les meilleurs représentants de toutes les polices du monde libre puissent se réunir, échanger leurs idées et leurs expériences et parvenir ainsi à une vue plus profonde, plus globale des graves problèmes auxquels la société se trouve aujourd'hui confrontée. Oui, peut-être que Lopez et Romero sont allés à l'académie. C'est possible.
Il y en a beaucoup qui rentrent à l'académie. Une trentaine de votre pays. 67 en 4 ans. Vous dites ne pas avoir connu Lopez et Romero à Washington. Mais pourtant, ils étaient vos élèves dans votre classe. Ton point de vue, tes expériences. N'essaie pas d'être trop intelligent. Fais exactement comme si tu parlais à des amis ou à ta femme. Mais je suis pas marié. C'est déjà renseignement, ça. Sincérité et pas d'inhibition. Entre nous, nous ne devons avoir aucun secret. Il faut tout se dire, même ce qu'on pense de nos gouvernements. D'autant plus que les gouvernements passent, la police reste. Bien. Voici les thèmes traités. Ceux que tu connais bien. Situation politique, situation économique, parti communiste, syndicat, mouvement étudiant, guérilla. Guérilla urbaine chez toi. Mon pays, c'est un tout petit pays avec de grands problèmes. Voilà le réseau de communication dont vous êtes spécialiste. C'est plutôt un réseau de renseignement. Les spécialistes du renseignement, c'est vous. C'est très difficile, même pour un policier, d'entrer à l'académie. Il n'est pas impossible qu'un policier puisse devenir un révolutionnaire et vice-versa. Pas un vrai policier. Vous appartenez à une espèce particulière? En quelque sorte, oui. De même que mes collègues soviético-chinois, en ce qui les concerne. Eux, nous ne les connaissons pas. Vous travaillez dans notre pays. Quoi qu'il en soit, nous avons la vocation de l'ordre. Ce qui fait que nous n'aimons pas beaucoup les changements. Nous sommes des conservateurs. Ici, beaucoup de gens deviennent flics parce qu'ils ont faim, pas par vocation. Oui, mais ils deviennent des policiers. Alors que d'autres, parce qu'ils ont faim, deviennent des voleurs. Vous croyez que la faim donne la possibilité de choisir? Je crois qu'un homme, un vrai, choisit toujours. Pas vous? Non. Nous ne croyons pas aux vrais hommes. Nous croyons aux hommes, monsieur Santoré. À leur droit à l'égalité. À leur nécessité, leur possibilité de s'organiser en une société plus juste, plus heureuse. Mais moi aussi, je crois à toutes ces choses. Non, vous n'y croyez pas. Vous acceptez l'inégalité, vous défendez les privilèges. Au fond, c'est dans la propriété que vous croyez. Votre ordre moral, c'est l'exploitation d'une majorité par une minorité. L'exploitation, le grand mot. Pourquoi? Qu'est-ce que je gagne, moi, sur le plan personnel? Et l'illusion d'être vous aussi un patron et non pas ce que vous êtes. C'est-à-dire un larbin. Communiqué numéro 2. Mouvement de libération nationale, commando Libérarse. Premièrement, l'état de santé de Fernando Campos continue d'être satisfaisant et M. Philippe Michael Santore guérit rapidement des suites de sa blessure. Deuxièmement, les interrogatoires se poursuivent afin de confirmer la culpabilité des 2 prisonniers. Troisièmement, le mouvement de libération nationale se déclare disposé à libérer le consul du Brésil et le fonctionnaire des États-Unis en échange de la libération de tous les détenus inculpés ou condamnés pour délits politiques ou liés à des délits politiques retenus dans les prisons de la capitale et de l'intérieur du pays. Quatrièmement, les pays auxquels doivent être remis les prisonniers peuvent être le Mexique, le Pérou ou l'Algérie. Le texte du communiqué porté à la connaissance du public et qui concerne les séquestrations survenues constitue, de la part des auteurs de ces délits, une nouvelle atteinte à l'ordre établi, aggravée en l'espèce d'une tentative d'extorsion à l'égard du pouvoir légitime. Deuxièmement, les auteurs de ce texte prétendent, ni plus ni moins, exiger du pouvoir exécutif qu'il soustrait des accusés et des condamnés aux procédures judiciaires légales. Autrement dit, ils voudraient que la Constitution soit violée par le pouvoir même qui a la charge et le devoir de la faire respecter. Monsieur le ministre, que pensez-vous du communiqué du ministre de l'Intérieur? Que c'est un communiqué du ministre de l'Intérieur. Votre ministère n'a pas la même position? Mon ministère n'a encore pris aucune position. En l'absence de tout autre point de référence, le communiqué du ministère de l'Intérieur représente la position du gouvernement. On ne pourra parler de la position du gouvernement qu'une fois que toutes les consultations
auront eu lieu entre les divers ministères. Ce serait Il pour me quand, semble que c'est la façon normale de procéder dans une démocratie. Ce n'est pas à votre avis, monsieur Ducasse? Oui, dans une démocratie. Laissez passer, pardon. Bonjour, le recteur vous attend. Vous aussi, monsieur. Ils veulent perquisitionner l'université. Le recteur a refusé, mais ils le feront tout de même. Vous êtes venu pour ça? Non. Le gouvernement a des problèmes constitutionnels. Sans blague. Ils ont mis 3 mouvements politiques hors la loi. Ils ont contraint 9 journaux à fermer leurs portes. Ils ont arrêté des milliers de citoyens coupables d'avoir fait la grève. Ils ont réquisitionné des employés, des ouvriers, pour les obliger à reprendre leur travail. Et après tout ça, voilà que vous êtes ici pour me parler de la Constitution. Si j'ai bien compris, selon la Constitution, ni le président, ni le gouvernement n'ont le droit de libérer des détenus. C'est ça. Mais les États-Unis, le Brésil, l'Église, l'opinion publique nationale et internationale obligent objectivement le président et le gouvernement à accepter l'échange et libérer tous les prisonniers politiques. Et alors, que peut faire le président? L'unique possibilité est de présenter un décret d'amnistie au Parlement, qui constitutionnellement est seul habilité à annuler une condamnation. Très bien. Mais pour des motifs et des intérêts différents à droite et à gauche. Tout le monde veut en finir avec ce président. À mon avis, la majorité du Parlement en profitera et votera contre le décret d'amnistie. Et alors, qu'est-ce qui se passe? L'échange ne pourra plus avoir lieu. Mais nous avons dit que le président est obligé de... Alors il doit démissionner. Ah, voilà, tu vois. De toute cette affaire, c'est la chose la plus importante. Et tu crois, toi, que ce soit possible? Toutes les contradictions favorables sont réunies. Et celui qui le remplacera acceptera forcément l'échange.